Le 23 juin dernier, la fondation Ethereum annonce qu'elle supprime 54 postes, soit à peu près un cinquième de ses effectifs, et qu'elle coupe son budget de 40%. Quelques jours plus tard, le 4 juillet, Vitalik Buterin y présente ce qu'il décrit lui-même comme la troisième grande itération d'Ethereum, une refonte aussi profonde que The Merge. Pour rappel, The Merge, c'est le moment où Ethereum est passé de la Proof of Work à la Proof of Stake, c'est vraiment un gros truc. Et là, on nous annonce une transformation au moins aussi importante que ça. Et pendant que tout ça se passe, l'Ether traîne autour des 1800$, soit 60% en dessous de son sommet de l'été 2025. Donc on a deux lectures possibles, soit on est en train d'assister au plan le plus ambitieux que la crypto ait produit depuis des années, soit on est face à une fondation qui accélère parce qu'elle n'a plus vraiment le choix. Cette fameuse refonte s'appelle Lean Ethereum, et dans cette vidéo on va décortiquer tout ça, et voir un peu ce que ça change pour vous. Mais avant de continuer, un mot sur le partenaire de cette vidéo, Finst. Finst, c'est un exchange néerlandais régulé et 100% conforme à MiCA, et il vient d'élargir son offre. Jusqu'à maintenant, chez eux, tout passait par l'euro. Depuis cette semaine, ils ont ouvert plus de 400 cryptos en paire USDC, donc chaque actif de leur catalogue est disponible dans les deux devises, et vous prenez celle qui vous arrange selon ce que vous faites. D'après leur propre comparatif, ça en fait la sélection en USDC la plus large parmi les plateformes MiCA accessibles aux particuliers en Europe. Et le choix de l'USDC, il n'est pas anodin dans ce contexte. C'est le stablecoin qui coche toutes les cases du règlement européen. Il est émis par Circle et il est adossé en 1 pour 1 au dollar. Vous avez donc la devise de référence du marché crypto sans sortir du cadre régulé européen. Et côté tarif, c'est 0,15% par transaction, en euros comme en USDC, sans spread caché. Je vous mets le lien en description et sachez qu'en passant par là, vous recevrez 50€ en Bitcoin à l'inscription, alors n'hésitez plus. Alors pour revenir à Lean Ethereum, pour comprendre d'où ça sort, il faut revenir en novembre 2024, à la DevCon de Bangkok. Justin Drake, qui est l'un des chercheurs phares de la fondation Ethereum, monte sur scène pour présenter un truc qui s'appelle la Beam Chain. L'idée, c'est de reprendre la couche de consensus d'Ethereum, celle qui gère les validateurs, et la sécurité du réseau, et de la réécrire de zéro. 8 mois plus tard, le 31 juillet 2025, soit le lendemain exact des 10 ans du réseau, Drake publie un article en précisant que c'est sa vision à lui, et pas nécessairement celle de la fondation à ce moment-là. Bon alors c'est très technique, mais en substance, il ne parle plus seulement de consensus. Il propose d'appliquer la même logique aux 3 couches d'Ethereum en même temps. Le consensus donc, les données et l'exécution. C'est ça Lean Ethereum. En février de cette année, tout ça a été formalisé dans un document de travail public. Et début juillet, justement, c'est Vitalik qui est venu poser la version consolidée. Et le cœur de toute cette idée, c'est franchement élégant. Aujourd'hui, Ethereum empile plusieurs familles de cryptographie différentes selon les besoins. Genre un type de signature pour les validateurs, un autre système pour vérifier la disponibilité des données, et encore autre chose pour les preuves. Lean Ethereum propose de tout ramener à une seule brique de base, la fonction de hachage. C'est l'outil le plus élémentaire de la boîte à outils cryptographique, celui qui prend une donnée et la transforme en une empreinte de taille fixe, impossible à inverser en pratique. Alors on va pas rentrer dans les détails trop techniques ici, mais retenez que reposer sur une fonction de hachage, c'est très efficace quand on veut produire des preuves cryptographiques. Et surtout, une fonction de hachage, ça repose pas sur les problèmes mathématiques qu'un ordinateur quantique pourrait résoudre. Et derrière, il y a une obsession qui revient chez Vitalik depuis un moment, c'est la simplicité. Ethereum tourne aujourd'hui autour des 300 000 lignes de code, quand Bitcoin en fait environ 15 000. Son objectif affiché, c'est de se rapprocher de cette élégance-là. Bon, la philosophie c'est très bien, mais concrètement, qu'est-ce que ça donne pour quelqu'un qui utilise le réseau ? Aujourd'hui, quand vous envoyez une transaction sur Ethereum, elle est incluse dans un bloc assez vite, mais elle n'est réellement définitive qu'au bout d'une quinzaine de minutes. C'est le moment où on peut dire que personne ne pourra plus jamais l'annuler. Lean Ethereum, il veut faire tomber ça à quelques secondes, et dans le même mouvement, le minimum pour devenir validateur passerait de 32 Ethers à un seul. Et ça change complètement la dynamique au niveau de qui peut participer à la sécurité du réseau. Et ensuite, il y a aussi du nouveau au niveau des données, la couche qui sert aux rollups. Là, l'objectif il est plus discret, mais très concret. Plus de capacité sur les L2, donc des frais plus bas pour vous, et au passage, on se débarrasse d'un point faible du système actuel. Ouais, parce que pour la petite histoire, le système actuel il repose sur une cérémonie qui a eu lieu en 2023, où des milliers de personnes ont généré un secret qu'elles étaient censées détruire. Ça a l'air anecdotique dit comme ça, mais un ordinateur quantique il pourrait retrouver ce secret tout seul, sans que personne n'ait triché. Et avec ce secret, on peut mentir sur les données des rollups. Le nouveau système, lui, il a aucun secret à détruire. Et enfin vient l'exécution. Aujourd'hui, chaque nœud du réseau doit rejouer lui-même les transactions de chaque bloc pour vérifier qu'elles soient valides.
À terme, il ne rejouera plus rien du tout. Il se contentera de vérifier une preuve mathématique qui garantit que le calcul a été fait correctement. Vérifier une preuve, c'est infiniment plus rapide que refaire un calcul. C'est ça qui débloque le reste. Et le reste, la fondation le vend avec deux formules, le Fort Mode et le Beast Mode. Le Fort Mode, c'est la partie sécurité, être capable de tenir face à un état-nation et face aux ordinateurs quantiques. Et le Beast Mode, c'est la performance pure, avec des cibles de l'ordre de 10 000 transactions par seconde sur la couche de base, et jusqu'à 10 millions sur les layers 2. Alors je préfère être clair tout de suite, parce que ces chiffres, ils vont être repris partout sans nuance. Ce sont des objectifs de recherche, pas des livrables avec une date. C'est pas une roadmap, c'est une direction. Mais alors pourquoi se lancer dans un chantier aussi pharaonique, de 3 à 4 ans quand même, au moment où la fondation licencie et que le prix est au sol? Eh ben une partie de la réponse, c'est que le 30 mars dernier, l'équipe Consumer AI de Google publie un papier sur la vulnérabilité des cryptos face au quantique. On avait déjà eu l'occasion d'en parler un peu sur la chaîne. Le papier, il est co-signé par Justin Drake lui-même. Donc oui, un chercheur de la fondation Ethereum a coécrit le papier qui explique comment casser la cryptographie d'Ethereum. Bref, le résultat, c'est une révision à la baisse assez brutale. Jusqu'ici, on estimait qu'il faudrait environ 9 millions de qubits physiques pour casser le type de cryptographie qui protège vos clés. Le papier ramène cette estimation à moins de 500 000. Alors on reste très loin de ce que sait faire n'importe quelle machine aujourd'hui, mais l'écart vient de se réduire d'un ordre de grandeur plutôt conséquent. Et Ethereum, il a une exposition qu'on peut mesurer. À peu près 17% de tous les Ethers sont potentiellement vulnérables aujourd'hui. Alors tout plein d'agences bossent déjà sur le sujet, faut pas non plus s'attendre à une apocalypse demain matin, au contraire même. Sauf que deux choses rendent l'attentisme dangereux. En théorie, un attaquant peut très bien enregistrer aujourd'hui des données chiffrées et attendre tranquillement d'avoir la machine pour les déchiffrer plus tard. Ce qui est exposé aujourd'hui reste exposé pour toujours. Et la deuxième, c'est que migrer un réseau comme Ethereum avec une dizaine d'équipes qui développent des clients différents, des milliards de dollars en jeu et des millions d'utilisateurs, bah ça se fait pas en 6 mois, et surtout ça revient à changer le moteur d'un avion en plein vol. Google, pour ses propres systèmes, ils se sont fixés 2029. Et Google, eux, ils contrôlent leur infrastructure de bout en bout, ce qui n'est pas vraiment le cas d'Ethereum. Alors quand la fondation elle dit 3 à 4 ans, c'est pas un délai confortable, c'est déjà tendu, et c'est précisément ce que certains lui reprochent. Cela dit, l'Ethereum n'est pas qu'un document PDF, il y a déjà du code qui tourne. Le meilleur indicateur, c'est ce qui se passe du côté des preuves. L'objectif donc, c'est de prouver un bloc Ethereum en moins de temps qu'il ne faut pour en produire un, donc autour de 12 secondes. En mai 2025, l'équipe de Succinct y arrivait pour 93% des blocs, mais il leur fallait environ 164 graphiques. 6 mois plus tard, en novembre, ils atteignaient 99,7% des blocs avec 16 cartes, et une autre équipe a même réussi à descendre à 4 cartes graphiques cette année. Autrement dit, l'efficacité a été multipliée par plus de 12 en un semestre. Le coût pour prouver un bloc est passé d'environ 1,70$ à moins d'1 centime sur la seule année 2025. Et la cible de consommation que s'est fixée la fondation, 10 kW, c'est à peu près ce que tire un chargeur de Tesla à domicile. On parle de faire tourner ça dans un garage. Bon, pour l'instant, la plupart de ces mesures sont publiées par les équipes elles-mêmes, donc à prendre avec la prudence d'usage. Et à côté de ça, sur la couche de consensus, des équipes indépendantes bossent d'arrache-pied. Maintenant, il y a quand même quelques problèmes. Le premier, c'est la maison elle-même. La réorganisation de la fondation, c'est pas un ajustement budgétaire, c'est la fermeture d'un laboratoire de recherche entier. Il y a un risque qu'on sous-estime. Les équipes qui doivent justement construire tout ça, elles coûtent environ 30 millions de dollars par an à financer. Personne ne sait qui va payer ça pendant 4 ans. Ensuite, la recherche part ailleurs. La veille des licenciements, 5 chercheurs seniors de la fondation ont lancé ETH Labs. C'est un laboratoire indépendant adossé à plus de 11 milliards de dollars d'Ether. Alors est-ce que c'est une décentralisation saine de la recherche, ou bien une hémorragie de cerveau au pire moment? Bah ça on sait pas trop. Troisième problème, et probablement ce qui a fait le plus réagir, c'est le calendrier. Dunkrad Feist, un ancien de la fondation, a répondu le jour même que 3 à 4 ans c'était beaucoup trop lent, et qu'on devait viser 1 an. En face, on lui rétorque qu'annoncer 1 an publiquement, c'est irresponsable. Faut pas oublier un truc, c'est que The Merge a été à 6 mois de son lancement pendant environ 4 ans. Alors certes, il a fini par arriver, mais Ethereum nous a déjà montré que tenir les délais, c'était pas trop leur fort. Reste le risque technique. Tout ça, ça forme une sorte de graphe de dépendance, où un retard sur une brique se propage à toutes les autres. Les pièces existent séparément, la difficulté c'est de les faire tenir ensemble, pendant que la concurrence, genre Solana, ils avancent sur leur propre refonte. Alors c'est vrai, Ethereum ne cherche pas à battre Solana sur son terrain, à la place, il change de terrain. Le pari, c'est que sur 10 ans, ce qui compte le plus, c'est pas le débit brut, c'est la capacité à vérifier. Vérifier sans faire confiance à personne, avec un ordinateur normal,
et sans qu'un ordinateur quantique puisse un jour tout défaire. C'est un pari cohérent, et c'est aussi un pari fait depuis la position la plus faible qu'Ethereum ait connue depuis des années, ce qui le rend plus risqué et quelque part peut-être plus intéressant. Maintenant, ce qu'il faut suivre, c'est la prochaine mise à jour du réseau prévue pour la fin de l'année. Si elle sort à l'heure alors que la fondation s'est fait amputer d'un cinquième de ses effectifs 6 mois plus tôt, ça voudra dire que la machine tourne encore et que le reste devient crédible. Sauf que s'il commence à y avoir un retard à nouveau de 6 mois, bah on aura la réponse aussi. Ethereum a passé 10 ans à empiler des couches et maintenant ils annoncent passer les 10 prochaines à les enlever. Dit comme ça fait pas rêver, hein, mais Vitalik sait sûrement ce qu'il fait. Reste à savoir si le marché va continuer de lui faire confiance. En tout cas, si vous voulez suivre tout ça de près, rejoignez-nous sur notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières actus crypto en direct et ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Pensez aussi à aller voir du côté de Steady Lads, où Kara analyse le marché toutes les semaines, et pensez également à aller checker Finst, le partenaire de cette vidéo, et à réclamer vos 50 € offerts en BTC. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, ça nous aide beaucoup. Et vous, qu'est-ce que vous pensez d'Ethereum actuellement? Dites-moi un peu votre ressenti, ça m'intéresse. Et d'ici là, on se dit à la prochaine. Bye.